Dans le monde frénétique où chacun est absorbé par ses propres préoccupations, il est facile de manquer les signaux, les murmures silencieux qui trahissent une détresse. Mais que se passe-t-il lorsque la personne qui vous sert votre café possède un regard capable de percer les voiles de l'indifférence, de voir ce que tous les autres ignorent? C'est l'histoire de Beth, une femme dont l'acuité a transformé un matin ordinaire en un moment décisif, sauvant la vie d'un enfant que son propre père, un homme d'affaires influent, ne parvenait pas à voir point depuis 12 ans. Beth était l'âme du Mel's dîner, le cœur battant des petits déjeuners et des déjeuners dans cette petite ville endormie de l'Amérique profonde. Chaque matin, dès l'aube, bien avant que les premiers rayons du soleil ne dorent les façades des maisons en briques, elle enfilait son tablier bleu marine, ses mains expertes anticipant déjà le balai incessant des tasses et des assiettes. Le parfum du café fraîchement moulu se mêlait à l'arôme des œufs frits, du bacon croustillant et des pancakes chauds, créant une symphonie olfactive familière qui réconfortait les habitués. Beth connaissait chacun d'eux, leurs préférences, leurs humeurs matinales, leurs petites manies et même parfois leurs chagrins silencieux. Elle savait qui commandait le café noir et qui préférait le lait, qui aimait la confiture de fraises et qui ne jurait que par le sirop d'érable. Son travail était bien plus que de simplement servir. Beth avait appris à lire les gens comme d'autres dévorent les journaux, décryptant les histoires cachées derrière les visages fatigués ou les sourires forcés. Elle discernait l'anxiété dans la façon dont une main tremblait imperceptiblement en cherchant le sucrier, la fatigue profonde dans l'altération de la respiration lorsqu'une personne s'asseyait après une longue nuit, ces signes subtils qui racontaient des récits plus éloquents que n'importe quel mot. Elle avait vu défiler des vies entières à travers les portes battantes de Mel's, des premières dates nerveuses aux adieux déchirants, des succès célébrés aux défaites murmurées dans un coin. C'était une observatrice née, une gardienne silencieuse des petites tragédies et des joies quotidiennes, une confidente involontaire des âmes de sa communauté. Son regard clair et bienveillant ne laissait rien passer, une compétence affûtée par des années d'expérience et une empathie naturelle. Ce matin d'octobre, un mardi comme tant d'autres, la clochette au-dessus de la porte tinta joyeusement, annonçant l'entrée d'un homme élégant accompagné de son jeune fils. Un duo familier depuis quelques semaines, mais quelque chose, cependant, sembla immédiatement dissonant à Beth. Le garçon, peut-être âgé de 8 ans, se mouvait d'une manière différente des autres enfants de son âge. Il n'avait pas la vivacité insouciante de la jeunesse, le pas léger et sautillant, mais une sorte de retenue, une légère raideur qui n'était pas naturelle, une discrète asymétrie dans sa façon de se tenir. Son père, Richard Lawson, manifestement aisé de par son costume coûteux, une veste de tweed impeccable d'une coupe irréprochable, des chaussures en cuir lustré reflétant les lumières du dîner, et une montre au poignet qui devait valoir une petite fortune et son allure assurée, semblait étrangement inconscient de cette particularité. Il marchait avec la confiance d'un homme habitué à être obéi, ses yeux déjà rivés sur l'écran lumineux de son téléphone portable, son esprit manifestement ailleurs, à des milliers de kilomètres de l'agitation matinale et des arômes réconfortants du dîner. Ses lèvres bougeaient sans son, absorbées par une conversation qui devait être d'une importance capitale pour lui, mais qui le déconnectait du présent, de son environnement, et surtout, de son enfant. Mais Beth, elle, le remarqua, le bras gauche de l'enfant, David, pendait légèrement, comme un membre oublié, moins engagé dans la marche que le droit. Son sourire, lorsqu'il essaya d'en esquisser un en réponse à une brève remarque de son père, une injonction plus qu'une question, paraissait asymétrique, un côté de sa bouche s'élevant plus que l'autre, lui donnant une expression presque forcée, comme s'il luttait pour contrôler ses propres muscles. Et il clignait plus d'un œil que de l'autre, un mouvement involontaire, presque un tic nerveux, qui trahissait une fatigue ou une gêne bien plus profonde que ce qu'un enfant de cet âge devrait ressentir. Tandis que son père commandait leur petit déjeuner habituel, les mêmes pancakes et bacon pour le garçon, café noir et toast de blé pour lui, absorbé par une conversation téléphonique sur des projections trimestrielles et des réunions de conseil à venir, Beth ne put se défaire du sentiment que ce petit David avait désespérément besoin d'aide. Une petite voix d'alarme résonnait dans son esprit, une intuition forgée par des décennies à observer la fragilité humaine. Elle sentait que quelque chose de fondamentalement grave se cachait sous la surface de cette routine matinale si apparemment normale, une ombre grandissante dans la vie de cet enfant, que personne d'autre ne semblait voir. Le rush matinal au Mel's dîner s'était apaisé, laissant place à un rythme plus familier et tranquille. Le cliquetis des tasses et le doux murmure des conversations remplissaient l'air. Beth essuyait les tables avec une efficacité routinière, un chiffon humide à la main, ses mouvements précis et économes, témoignage de ses longues années de service. Ses mains vieillies, marquées par le travail acharné et le temps, accomplissaient leurs tâches automatiquement, tandis que son esprit vagabondait, non pas vers les soucis du dîner, mais vers son propre petit-fils, qui vivait à des milliers de kilomètres, et vers le petit David qui venait de s'asseoir. À 58 ans,
elle avait vu assez de la vie pour savoir que parfois, les moments les plus importants se déroulaient sous une apparence ordinaire, masquée par la routine, par la banalité. Elle avait appris que la vérité se révélait souvent dans les détails les plus infimes, ceux que la plupart des gens, pressés par le temps ou l'importance de leurs propres agendas, ne prenaient jamais la peine de remarquer. Beth était une de ces rares personnes qui s'attardaient sur les détails, car elle savait qu'ils étaient les clés des histoires humaines. Et la clochette au-dessus de la porte tinta de nouveau, et Richard Lawson entra avec son fils, David, exactement comme il l'avait fait chaque mardi du mois précédent. C'était devenu un rituel. Richard était le genre d'homme qui attirait l'attention sans même essayer, un aimant à regard, son aura de succès le précédent. Ses cheveux argentés étaient impeccablement coiffés, taillés avec une précision militaire, son costume gris anthracite valait probablement plus que ce que Beth gagnait en 2 mois de labeur, et son téléphone semblait littéralement greffé à son oreille, une extension de son être. Un cordon ombilical le reliant au monde des affaires. Il avait déménagé récemment dans leur petite ville, apparemment pour ouvrir une nouvelle usine qui devait apporter de l'emploi dans la région. Une bonne nouvelle pour la communauté, certes, mais Beth ne pouvait s'empêcher de se demander si cet homme si accompli dans le monde des affaires était aussi attentif à sa vie personnelle qu'à ses profits et ses réunions. David, son fils de 8 ans, le suivait toujours discrètement, presque dans son ombre, un garçon doux aux cheveux châtains clairs, soignés, et aux yeux qui semblaient plus âgés que son âge, portant un fardeau invisible. Il portait un petit sac à dos, probablement rempli de livres et de cahiers, mais il le tenait d'une manière qui suggérait une certaine lourdeur, une difficulté inhabituelle. La table habituelle ? Demanda Beth avec un sourire chaleureux, ses yeux plissés par la gentillesse, connaissant déjà la réponse. Richard leva à peine les yeux de son appel téléphonique, absorbé par une discussion sur des projections trimestrielles et des réunions de conseil. Il se contenta de hocher la tête, un geste bref et impatient, et guida David vers leur banquette d'angle préférée, celle qui offrait une vue sur le vieux sycomore dehors, dont les feuilles commençaient à prendre des teintes dorées et carmin, annonciatrices de l'automne. Tandis que Beth s'approchait avec les menus plastifiés, elle observa David s'installer. Et là, c'était de nouveau, ce léger retard dans le mouvement de son bras gauche alors qu'il s'appuyait sur la banquette, la façon dont son pied semblait traîner d'une fraction de seconde lorsqu'il glissait sur le sol. Ce n'était pas un trébuchement évident, rien qui puisse attirer l'attention d'un observateur occasionnel, mais une subtilité que seul un œil entraîné comme le sien pouvait déceler, une anomalie dans le ballet quotidien des gestes. Quand elle posa son verre de chocolat chaud devant David, elle remarqua que sa prise n'était pas tout à fait normale. Sa main gauche tremblait légèrement alors qu'il essayait d'atteindre le verre, comme si le simple poids de la tasse était un défi insurmontable, comme si ses muscles refusaient de coopérer pleinement. Le verre faillit lui échapper. « Comment te sens-tu aujourd'hui, mon chéri ?» demanda Beth doucement, sa voix empreinte d'une sollicitude sincère, s'accroupissant pour se mettre à la hauteur de David, cherchant à croiser son regard. Le sourire du garçon était asymétrique, et quand il essaya de répondre, ses mots sortirent légèrement mal articulés, comme s'il avait une patate chaude dans la bouche. « Je vais bien, » dit David, sa voix presque un murmure, mais Beth perçut la façon dont sa langue semblait épaisse, comment sa joue gauche ne bougeait pas tout à fait de la même manière que la droite lorsqu'il parlait. Un frisson d'inquiétude, froid et pénétrant, parcourut l'échine de Beth. Ce n'était pas seulement la fatigue ou la timidité. C'était quelque chose de plus profond, de plus inquiétant, une mélodie dissonante dans le concert de la vie normale. Elle avait l'impression de regarder un film au ralenti, chaque petit mouvement, chaque son, chaque expression étant amplifiée pour révéler une vérité cachée, une vérité que le père refusait de voir. Richard termina enfin son appel, son regard se posant sur Beth avec une impatience à peine voilée, comme si elle l'avait interrompu dans une tâche de la plus haute importance. « Il est juste fatigué. »« Nous avons eu une longue nuit à faire les devoirs, » rétorqua-t-il, un ton de légère exaspération dans la voix. « Pouvons-nous avoir les pancakes et le bacon pour lui, et mon café habituel avec des toasts de blé ?» Beth hocha la tête, un sourire forcé sur les lèvres, mais son malaise ne la quittait pas, s'accrochant à elle comme une ombre tenace. Dans ses années passées au dîner, elle avait servi des familles traversant toutes sortes d'épreuves et de luttes, des joies aux peines les plus sombres. Elle avait appris à repérer les signes subtils des problèmes domestiques, de l'épuisement financier, et des problèmes de santé que les gens s'efforçaient de cacher derrière des sourires forcés ou des silences pudiques. Mais cela était différent. David n'était pas simplement fatigué. Quelque chose lui arrivait, quelque chose de grave, que son père, Richard, soit ne pouvait pas voir, soit ne voulait pas reconnaître, absorbé par son propre monde d'affaires. En versant le café de Richard,
Beth le remarqua jeter un œil à David avec l'attention distraite d'un parent affairé, un regard qui balayait son fils sans jamais vraiment le voir. Il y avait une distance dans son regard, une sorte de voile qui l'empêchait de véritablement se connecter avec son fils, de percevoir l'inquiétude grandissante dans les yeux du petit garçon. Lorsque David fit tomber sa fourchette 2 fois, en essayant maladroitement de couper ses pancakes, Richard la ramassa simplement à chaque fois sans vraiment enregistrer ce qui se passait. C'était un geste mécanique, dénué de la curiosité ou de l'inquiétude que l'on s'attendrait à voir chez un parent. Beth sentait une tension monter en elle, une frustration silencieuse face à l'aveuglement de cet homme, un homme pourtant si perspicace dans ses affaires. Elle avait envie de crier, de secouer Richard pour qu'il ouvre les yeux sur la détresse de son propre enfant, mais elle savait que son rôle de serveuse lui imposait une certaine retenue, une discrétion professionnelle. Et la 3e fois que la fourchette tinta sur le sol carrelé du dîner, Beth ne put plus se contenir. Une urgence silencieuse la poussa à l'action. Elle s'agenouilla à côté de leur table, son cœur serré par l'inquiétude. « Laissez-moi vous aider avec ça, mon chéri », dit-elle doucement, sa voix apaisante, stabilisant la main de David alors qu'il essayait de tenir l'ustensile. Son côté gauche était définitivement plus faible que son droit, une observation qui ne laissait plus de place au doute, et il y avait quelque chose dans la façon dont il la regardait, comme s'il voulait dire quelque chose, un secret lourd à porter, mais ne trouvait pas les mots pour l'exprimer. Ses yeux, pourtant, étaient remplis d'une peur silencieuse, d'une sorte d'appel à l'aide que seul un cœur attentif comme celui de Beth pouvait entendre. Quelque chose n'allait vraiment pas, et Beth sentait que le temps filait entre leurs doigts, chaque seconde précieuse s'échappant irrémédiablement. L'impression d'urgence devint palpable, une épée de Damoclès suspendue au-dessus de la tête du petit garçon, menaçant de tomber à tout moment. Le mardi suivant, David et Richard revinrent au Melez dîner, mais l'œil entraîné de Beth capta immédiatement les changements, qui étaient cette fois-ci beaucoup plus frappants, impossibles à ignorer. Ce n'étaient plus de subtils indices, c'était désormais flagrant, douloureusement évident. Le bras gauche de David pendait maintenant complètement inerte à son côté, comme s'il était fait de plomb, sans vie, sans aucun contrôle musculaire. Et quand il essaya de grimper sur la banquette, sa jambe gauche fléchit légèrement, le faisant presque tomber, un mouvement maladroit et dangereux. Richard le rattrapa automatiquement, son geste presque mécanique, mais son attention se reporta déjà sur son téléphone, un geste devenu si réflexe qu'il en était tragique, révélant une déconnexion profonde. « Papa, j'ai mal à la tête », murmura David, sa voix si faible et tremblante que Beth dut tendre l'oreille depuis la table voisine pour l'entendre. Il y avait une note de désespoir dans ce murmure, une reconnaissance amère que personne ne l'écoutait vraiment, que ses plaintes étaient vaines. « Tu as probablement juste besoin de boire plus d'eau, fiston », répondit Richard sans lever les yeux de son écran, son ton détaché. « Et tiens-toi droit. Ta posture est terrible ces derniers temps. » Beth sentit son cœur se serrer douloureusement, un étau de chagrin et de colère. Elle avait élevé 3 enfants et aidé à élever 2 petits-enfants. Elle savait que ce n'était pas une question de posture ou d'hydratation. C'était bien plus grave, quelque chose de fondamentalement, de terriblement mauvais. Elle apporta le chocolat chaud de David et le regarda lutter pour le soulever avec sa main droite, sa gauche complètement insensible et incapable de répondre. Chaque mouvement était un effort surhumain, chaque gorgée une victoire arrachée à la faiblesse croissante de son corps. La scène était déchirante, une image claire et nette de la négligence involontaire d'un père et de la souffrance silencieuse et grandissante d'un enfant. « David, mon chéri, peux-tu sourire pour moi ?» demanda Beth doucement, sa voix empreinte d'une anxiété qu'elle s'efforçait de dissimuler derrière un calme apparent. Elle s'agenouilla de nouveau à côté de lui, son regard scrutant attentivement le visage du garçon. Le garçon essaya, ses muscles faciaux luttant pour obéir, mais seule la partie droite de son visage bougea, tirant un sourire asymétrique et forcé. Le côté gauche resta plat, inexpressif, comme figé dans un masque de cire, sans vie. Le sang de Beth se glaça dans ses veines, une reconnaissance terrifiante traversant son esprit. Elle avait déjà vu cela, des années auparavant, lorsque sa propre mère avait subi une série de petits accidents vasculaires cérébraux, des mini-AVC qui avaient laissé des séquelles subtiles mais indéniables. Mais les enfants n'avaient pas d'AVC, n'est-ce pas? Cette pensée, pourtant, ne fit qu'amplifier sa peur, car les symptômes étaient trop frappants, trop similaires pour être ignorés ou rejetés comme une simple maladie enfantine. Monsieur Lawson, dit Beth, sa voix douce mais pressante, coupant à travers le brouillard des affaires de Richard, dont les yeux étaient toujours rivés sur son téléphone. Elle se tenait droite, son regard ferme, toute hésitation envolée. Je pense que David a besoin de voir un médecin, et vite.
Cette situation n'est pas normale. Richard leva les yeux, une pointe d'agacement dans le regard, son front se plissant de frustration. Il va très bien, rétorqua-t-il avec une irritation manifeste, comme si Beth l'accusait de négligence. Il a juste besoin de s'endurcir un peu. De mon temps, les enfants ne se plaignaient pas pour chaque petite douleur, et on ne courait pas chez le docteur pour un simple coup de fatigue. Beth se mordit la langue, un goût amer dans la bouche. Elle comprenait cette mentalité, celle d'une génération élevée dans la dureté, où montrer de la faiblesse était un échec, une marque d'indignité. Mais les urgences médicales ne se souciaient guère des pensées dépassées ou des préjugés d'une autre époque. Elles exigeaient une action immédiate, une reconnaissance de la réalité, sans fioriture ni faux semblant. Comme pour prouver son point, de manière aussi brutale qu'inattendue, David vacilla soudainement sur son siège, ses yeux roulant légèrement en arrière, un son étranglé s'échappant de sa gorge. Sa petite tête dodelina. Beth se déplaça avec une rapidité étonnante, une agilité que son âge ne laissait pas présager, le stabilisant avant qu'il ne puisse tomber et se blesser davantage. Sa peau était moite et froide au toucher, un signe inquiétant, et sa respiration devenait superficielle, de plus en plus difficile, chaque inspiration un effort visible. « David, tu m'entends, mon chéri ?» La voix de Beth était calme, mais ses mains tremblaient légèrement, trahissant son anxiété intérieure. Elle n'avait jamais oublié la formation au premier secours de ses jours de bénévole au service des incendies, chaque étape gravée dans sa mémoire. Chaque seconde comptait, et elle le savait. Le silence qui suivit fut assourdissant, rompu seulement par le souffle saccadé de David, un son qui résonnait comme un glas dans le dîner. Richard posa enfin son téléphone, le laissant tomber sur la table avec un bruit sourd, une réelle inquiétude traversant son visage pour la première fois. Il y avait une lueur de panique dans ses yeux, un homme habitué à tout contrôler, soudain confronté à une situation totalement hors de son pouvoir, une crise qu'il ne pouvait ni négocier ni dominer. « Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ?» demanda-t-il, sa voix tremblante, presque inaudible, son visage pâle. « Je pense qu'il pourrait faire un accident vasculaire cérébral, » dit Beth doucement, sa voix empreinte de gravité, ne voulant pas effrayer David plus que nécessaire, mais ne pouvant plus mentir. Elle savait que le mot était fort, effrayant, mais elle devait être honnête. La réalité était là, crue et implacable, impossible à ignorer. C'est impossible, s'écria Richard, le déni l'emportant sur la raison, son esprit refusant d'accepter une telle éventualité pour son enfant. Les enfants ne font pas d'AVC. Il est probablement juste en train de couver quelque chose, une mauvaise grippe, rien de plus. Mais même en parlant, Richard pouvait voir ce que Beth voyait, une image qui se gravait dans son esprit avec une clarté brutale. Le visage de David était maintenant complètement asymétrique, son côté gauche s'affaissant comme de la cire fondue sous l'effet de la chaleur, un spectacle effrayant qui le frappa de plein fouet. Quand David essaya de parler, seuls des sons inarticulés et incompréhensibles sortirent de sa bouche, un gargarisme désespéré qui ne ressemblait plus à la parole, un cri silencieux de son corps. Beth regarda directement dans les yeux de Richard, ses décennies d'expérience avec des hommes têtus lui donnant le courage d'être direct, de couper court à toute tentative de déni. Sa voix, bien que calme, résonna avec une autorité inattendue. « Monsieur, j'observe votre fils depuis des semaines. Ce n'est pas la grippe, ce n'est pas de la fatigue. Son côté gauche s'est affaibli chaque fois que vous êtes venu. Quelque chose de grave se passe dans son cerveau, et il a besoin d'aide. Maintenant. Chaque minute compte. » La couleur quitta complètement le visage de Richard alors que la réalité de la situation le frappait de plein fouet, un coup brutal qui le laissa sans voix, assommé par l'évidence. Sa confiance d'homme d'affaires prospère, son assurance habituelle, s'effondra comme un château de cartes sous une rafale de vent, alors qu'il regardait vraiment son fils pour la première fois depuis des semaines. Il ne voyait plus un accessoire à sa vie trépidante, un enfant à gérer entre deux appels, mais un être humain vulnérable, souffrant, dont la vie était en jeu. David essayait de l'atteindre avec sa main droite, son bras valide, les larmes coulant sur son visage pâle et déformé, incapable de prononcer les mots qui auraient pu lui sauver la vie, son petit corps secoué de spasmes. Ses petits doigts cherchaient un contact, une présence, un signe que son père était enfin là pour lui, qu'il le voyait point. Le monde de Richard bascula à cet instant, comme s'il se tenait sur un sol solide qui se révélait soudain être des sables mouvants, l'engloutissant dans une angoisse glaciale. Il avait bâti un empire en faisant confiance à son instinct, en prenant des décisions rapides et en ayant toujours 2 longueurs d'avance sur tout le monde, en dominant chaque situation. Mais ici, dans ce petit dîner de ville, avec la vie de son fils en jeu,
tout son succès ne signifiait rien. Ses millions, ses titres, son pouvoir, ses contacts, tout était inutile face à cette crise biologique incontrôlable, cette fragilité humaine qu'il avait si longtemps ignorée. Appelez le 911, dit Beth fermement, sa voix résonnant avec une autorité calme et incontestable, tandis qu'elle se dirigeait déjà vers le téléphone mural derrière le comptoir. Ses mains, qui avaient tremblé un instant, étaient désormais stables, les années passées à gérer les crises refaisant surface avec une efficacité redoutable. Elle était le roc dont ils avaient besoin, le point d'ancrage dans le chaos. Richard, lui, restait figé, ses yeux rivés sur David, qui luttait pour rester conscient, sa petite tête ballottant légèrement, son souffle devenant de plus en plus irrégulier. « Non, attendez, » dit Richard, sa voix brisée par l'émotion et la peur, son instinct de protection, bien que tardif, prenant le dessus. « Je vais le conduire à l'hôpital. Ce sera plus rapide que d'attendre une ambulance. » Sa première réaction était de reprendre le contrôle, de résoudre le problème à sa manière, comme il l'avait toujours fait. Beth se retourna vers lui, son expression à la fois douce et ferme, ses yeux ne laissant aucun doute sur sa détermination. « Monsieur Lawson, si c'est ce que je pense, un accident vasculaire cérébral, le déplacer de la mauvaise manière pourrait aggraver les choses de façon irréversible. Nous avons besoin de paramédicaux qui savent comment gérer cela, qui sont équipés pour stabiliser une telle condition et minimiser les dommages. Chaque mouvement compte, chaque seconde. » Elle commença à composer le numéro d'urgence. Pendant qu'elle parlait, Richard regarda enfin vraiment son fils. Vraiment. La respiration de David devenait plus laborieuse, de plus en plus difficile, et sa main droite tendait désespérément la main, un geste de supplication silencieuse, essayant de communiquer quelque chose que son discours défaillant ne pouvait exprimer. C'était un appel silencieux, mais puissant, un cri de l'âme qui transperça le cœur de Richard. Richard prit cette petite main dans les siennes, la serrant avec une force inattendue, et, pour la première fois depuis des mois, il posa son téléphone face contre la table, un geste symbolique, une abdication de son empire numérique au profit de l'humanité, de son rôle de père. C'était un acte de lâcher prise, une reconnaissance que certaines choses étaient plus importantes que n'importe quelle affaire. « Je suis là, mon pote, » murmura Richard, sa voix chargée d'émotion, ses yeux embués de larmes salées. « Papa est là. » Les autres clients du dîner avaient remarqué l'agitation, les sirènes au loin, mais Beth leur demanda discrètement de laisser de l'espace à la famille, de ne pas ajouter à leur détresse par des regards curieux ou des chuchotements. Elle revint à leur table avec un linge humide, qu'elle plaça doucement sur le front fiévreux de David, un geste maternel réconfortant. « L'ambulance arrive, » dit-elle doucement. « David, tu es si courageux. Continue juste de respirer, d'accord ? Tout va bien se passer. » Richard leva les yeux vers Beth, des yeux remplis de regret et de peur, mais aussi d'une gratitude naissante qui commençait à percer la surface de son angoisse. « Comment avez-vous su ? Comment avez-vous vu ce que j'ai manqué ?» Beth s'assit en face d'eux, sa voix douce mais chargée de la sagesse de l'expérience, comme une vieille conteuse. « J'observe les gens depuis longtemps, monsieur Lawson. Et j'observe David s'inquiéter que vous le remarquiez depuis des semaines. Il essayait de vous dire que quelque chose n'allait pas, par de petits signes, des murmures, mais il ne voulait pas interrompre vos appels importants. Il ne voulait pas vous déranger. » Les mots frappèrent Richard comme un coup physique, une révélation brutale et douloureuse. Il se rappela les fois où David avait dit qu'il était fatigué, les moments où il avait semblé maladroit, les plaintes silencieuses que Richard avait rejetées comme un comportement en quête d'attention, ou simplement comme de l'immaturité. Son fils se battait pour sa vie pendant que Richard se battait pour des parts de marché. L'ironie était cruelle, le regret insupportable, une marée montante d'autocritique. Il avait été là physiquement, mais absent mentalement, émotionnellement. Il avait été un père absent dans la présence. « Je pensais que je subvenais à ses besoins, » dit Richard, les larmes commençant à couler librement, brûlantes sur ses joues, mélangeant la sueur froide de la peur à l'eau salée de la tristesse. Sa voix était un mélange de confusion, de désespoir et d'une profonde honte. « Je pensais que travailler dur, bâtir une sécurité pour son avenir, c'était ça, être un bon père. J'ai tout sacrifié pour lui, pour son futur. » Beth, avec sa sagesse tranquille et son regard empreint de compassion, posa sa main sur la sienne, un geste simple mais profondément réconfortant. « Les bons pères font les deux, » répondit-elle, ses mots résonnant avec une vérité simple mais profonde. Ils subviennent aux besoins et ils prêtent attention. L'un ne va pas sans l'autre.
Ces paroles étaient comme un baume sur la plaie béante de son âme, un chemin vers la rédemption. Le son des sirènes se rapprocha, déchirant le silence lourd de l'attente avec une urgence grandissante. David, dont les yeux avaient été voilés par la faiblesse et la confusion, les ouvrit en un battement de cils. Il regarda son père et, malgré sa crise médicale, tenta de sourire, un geste d'amour pur et inconditionnel. Richard vit alors ce que Beth avait vu, l'amour désespéré de son fils, son courage silencieux face à l'inconnu, son besoin de rien de plus que la présence et l'attention de son père. Ce sourire, bien que déformé et faible, était un phare dans la tempête, un rappel déchirant de ce qu'il avait failli perdre, de la connexion qu'il avait laissé s'effilocher. Alors que les paramédicaux se précipitaient à travers la porte du dîner, leur équipement médical cliquetant, Beth serra l'épaule de Richard avec une force rassurante. « Vous allez vous en sortir, dit-elle, sa voix empreinte d'une certitude inébranlable. Et quand ce sera le cas, vous serez le père dont il a besoin, le père qu'il mérite. » Richard tint fermement la main de David pendant que les paramédicaux travaillaient avec une efficacité professionnelle, son esprit enfin conscient que son affaire la plus importante n'était pas dans un bureau luxueux ou sur un écran d'ordinateur, mais juste à côté de lui, attendant qu'il la remarque, qu'il la protège. Le voyage en ambulance vers l'hôpital général du comté fut un flou d'angoisse et de vitesse, chaque tournant, chaque sirène, chaque bosse de la route une piqûre d'adrénaline qui le maintenait en alerte. Et la salle d'urgence de l'hôpital général du comté devint l'univers entier de Richard. Les murs blancs et stériles, l'odeur d'antiseptique, le bourdonnement constant des machines et les murmures angoissés des autres familles en attente. Il arpentait les couloirs stériles, les mains serrées, le cœur battant la chamade, tandis que les chirurgiens s'affairaient dans le bloc opératoire pour sauver la vie de David. Les mots de Beth, ses avertissements, ses encouragements, résonnaient dans son esprit, un mantra de regret et d'espoir entremêlés. Elle avait suivi l'ambulance jusqu'à l'hôpital et s'était maintenant assise tranquillement dans la salle d'attente, une présence rassurante dans le chaos de sa peur, un point fixe dans son monde en désintégration. Elle ne disait rien, mais sa simple présence était un ancrage, un rappel que Richard n'était pas seul dans cette épreuve. Les heures s'étiraient, lourdes de suspense, chaque minute semblant une éternité insupportable. Le docteur Patricia Reeves, une femme aux cheveux tirés en arrière et au regard perçant, émergea de la chirurgie après ce qui semblait des jours, mais n'avait été que 4 heures d'une attente angoissante. Son expression était sérieuse mais pas sombre, et Richard sentit son cœur marteler alors qu'il cherchait sur son visage le moindre indice sur le destin de son fils. Monsieur Lawson. David a eu ce que nous appelons un accident vasculaire cérébral pédiatrique, causé par une maladie rare appelée moyaoya, expliqua le docteur Reeves d'un ton mesuré et prudent, sa voix calme malgré la gravité des mots. C'est une condition où les vaisseaux sanguins du cerveau se rétrécissent et se bloquent, coupant l'approvisionnement en sang. Elle fit une pause, son regard professionnel et compatissant balayant Beth puis Richard. Si vous aviez attendu ne serait-ce qu'un jour de plus pour l'amener, les dommages auraient pu être catastrophiques, irréversibles, entraînant des séquelles permanentes et graves. Les jambes de Richard faillirent céder sous lui, le sol semblant se dérober. Beth apparut à ses côtés, stable et calme, son bras le soutenant, son soutien silencieux une bouée de sauvetage inestimable. « Mais il va s'en sortir ?» demanda Richard, sa voix à peine un murmure, emplie d'une angoisse presque insoutenable. L'opération s'est bien passée. Nous avons pu restaurer le flux sanguin vers les zones affectées de son cerveau, continua le docteur Reeves, une lueur d'espoir dans ses yeux. Il aura besoin d'une physiothérapie intensive et prolongée, et il pourrait y avoir des effets persistants sur son côté gauche, mais le cerveau des enfants est remarquablement adaptable. Avec des soins appropriés et une rééducation acharnée, David devrait récupérer la majeure partie de ses fonctions. Le soulagement fut si écrasant que Richard dut s'asseoir lourdement sur une chaise voisine, la tête entre les mains, laissant échapper un soupir rauque. Beth lui tendit une tasse de café tiède de la machine distributrice, et il réalisa qu'elle prenait soin de lui de la même manière qu'elle avait pris soin de son fils, avec une gentillesse tranquille et observatrice, sans rien demander en retour. « Docteur, » dit Richard, levant les yeux, les larmes aux yeux, sa voix étranglée par l'émotion. « Cette femme a sauvé la vie de mon fils. Si elle n'avait pas reconnu les symptômes, si elle n'avait pas insisté pour que j'écoute, » le docteur Reeves regarda Beth avec un respect professionnel évident. « Vous avez une formation médicale, madame ?» Beth secoua la tête, un petit sourire triste. « Juste l'expérience de la vie. Ma mère a eu de petits AVC, et j'observe les gens depuis longtemps. Parfois, on voit des schémas. Eh bien, votre expérience de vie a donné à David la meilleure chance possible de guérison, répondit le médecin.
Une intervention précoce dans les cas d'AVC pédiatrique est absolument cruciale. Vous êtes une héroïne, madame. Lorsque l'on permit enfin à Richard de voir David, après des heures interminables d'attente qui lui avaient paru une éternité, son fils était éveillé mais groggy à cause des médicaments, son petit corps fatigué mais son esprit combatif. Le côté gauche de son visage pendait encore légèrement, une séquelle visible mais temporaire, mais ses yeux étaient vifs et alertes, remplis d'une lueur nouvelle, d'une conscience profonde qui n'avait rien perdu de sa vivacité. Le plus important, c'est qu'il pouvait parler, même si ses mots sortaient lentement, avec un effort visible, comme s'il devait retrouver chaque son, chaque syllabe. « Papa » dit David, sa voix faible mais claire, tendant sa main droite. « J'avais peur que tu ne remarques pas que j'avais besoin d'aide. » Les mots étaient un couteau dans le cœur de Richard, une confession déchirante qui résonnait avec une vérité accablante, une douleur qu'il n'avait jamais imaginée. Il prit la main de son fils, la serrant doucement, et s'assit au chevet de l'hôpital, comprenant enfin le poids des paroles de son enfant, le fardeau qu'il avait porté en silence. « Je remarque maintenant, mon pote. Je promets que je remarquerai toujours maintenant. » Son ton était solennel, une promesse gravée dans son âme. Bête regarda depuis l'embrasure de la porte, une larme silencieuse coulant sur sa joue, tandis que père et fils avaient leur première vraie conversation depuis des mois, peut-être même depuis des années. David raconta à son père les maux de tête lancinants qu'il avait eus, la faiblesse grandissante qu'il avait cachée avec un courage étonnant, la peur qu'admettre qu'il était malade déçoive l'homme qu'il admirait le plus au monde. Il avait enduré tout cela en silence, craignant de ne pas être à la hauteur des attentes de son père, de ne pas être assez fort, de ne pas être le fils qu'il attendait. Et Richard, pour la première fois, écoutait vraiment, sans son téléphone, sans ses pensées d'affaires, juste présent pour son fils, son cœur s'ouvrant à une douleur qu'il avait si longtemps ignorée. Chaque mot de David était une flèche qui atteignait sa cible, brisant les remparts de son indifférence. Passé. Alors que les heures de visite prenaient fin, Richard accompagna Beth à sa voiture, une vieille berline fiable garée sur le parking de l'hôpital. Demain marquerait le début de la longue convalescence de David, une route semée d'embûches et de défis, de moments de frustration et de petites victoires. Mais ce soir, Richard comprenait enfin ce que signifiait être présent pour les personnes qui comptaient le plus, ce que signifiait être un père, pas seulement un pourvoyeur financier. Le chemin vers la guérison serait long, ardu, mais ils le feraient ensemble, main dans la main, son attention désormais entièrement dédiée à son fils. 3 mois plus tard, le Mélès dîner baignait dans la lumière douce d'un après-midi d'hiver. Beth était en train de remplir la cafetière, le rythme familier de son travail apaisant son esprit, lorsqu'elle entendit le tintement familier de la clochette du dîner. Elle leva les yeux et vit David franchir la porte, son visage rayonnant d'une joie enfantine. Sa démarche était encore légèrement inégale, un léger déséquilibre, mais elle était stable et forte, empreinte d'une nouvelle détermination. Derrière lui, Richard le suivait, mais cette fois son téléphone était introuvable, rangé loin, et son attention était entièrement tournée vers son fils, un sourire doux et fier sur les lèvres. Il n'était plus l'homme pressé et distant d'autrefois, le magnate des affaires absorbé par ses écrans. Il était devenu un père présent, visible, engagé. Mademoiselle Beth, s'écria David, sa voix claire et enjouée, résonnant joyeusement dans le dîner. Son sourire était encore légèrement asymétrique, une légère courbure qui lui donnait un charme particulier, mais il était authentique et rempli de joie, un témoignage de sa résilience et de sa force retrouvée. Beth posa sa cafetière, ses yeux se mouillant légèrement, et ouvrit grand les bras pour une étreinte. David se précipita dans ses bras, et elle sentit la chaleur solide d'un enfant qui allait bien, un enfant qui avait surmonté l'épreuve avec une bravoure incroyable. « Regardez ce que je peux faire !» dit David fièrement, levant son bras gauche au-dessus de sa tête, un geste qu'il n'aurait pas pu accomplir quelques mois auparavant. Le mouvement était plus lent que celui de son côté droit, nécessitant une concentration visible, mais délibérée et contrôlée, le fruit d'innombrables heures de travail acharné en physiothérapie. La physiothérapie aide beaucoup, mademoiselle Beth. J'y vais tous les jours et je travaille dur. Richard s'approcha plus discrètement, son visage marqué par une nouvelle sérénité, et Beth put voir le changement en lui immédiatement. Les angles vifs du stress corporatif s'étaient adoucis en quelque chose de plus chaleureux, de plus humain, presque paternel. Ses costumes coûteux avaient été remplacés par des vêtements décontractés, un jean et un pull confortable, qui suggéraient un homme qui avait désormais le temps de jouer à la balle dans le jardin, de se promener dans la nature avec son fils, de vivre simplement. Beth, dit Richard, sa voix pleine d'émotion, le regard rempli d'une gratitude incommensurable. Je ne pourrai jamais vous remercier assez pour ce que vous avez fait.
Vous avez non seulement sauvé la vie de mon fils, mais vous avez aussi sauvé la mienne, en me montrant ce qui était vraiment important, en me rappelant l'essentiel. Vous n'avez pas besoin de me remercier, répondit Beth, son sourire doux et sage. Vous avez juste besoin de continuer à être le père que je vous vois devenir. C'est le plus beau des remerciements. Ils s'assirent à leur ancienne table d'angle, la même qui avait été le théâtre de leur drame silencieux, mais tout était différent maintenant. Richard aida David à couper ses pancakes sans qu'on le lui demande, anticipant ses besoins. Il remarqua quand son fils avait besoin d'aide avant que David ne doive le demander et écouta attentivement lorsque son garçon parlait de ses amis d'école et des dessins qu'il avait faits pendant sa convalescence, des petites histoires quotidiennes qui, auparavant, auraient été noyées dans le brouhaha de ses affaires. Le téléphone, autrefois une extension de sa main, était maintenant un objet lointain, sans importance, relégué au fond de sa poche. « Mademoiselle Beth », dit David entre deux bouchées, un éclat dans les yeux. « Papa dit que vous êtes une héroïne. » Beth rit doucement, secouant la tête. « Je suis juste une serveuse qui fait attention, mon chéri. » David sourit à son père, un sourire authentique et complet. « Papa fait attention maintenant aussi. Il est venu à ma pièce de théâtre scolaire la semaine dernière et il m'apprend à lancer un ballon de football avec ma main droite jusqu'à ce que ma gauche devienne plus forte. » Richard tendit la main à travers la table et ébouriffa les cheveux de son fils, un geste d'affection simple mais puissant. Il s'avère que les réunions les plus importantes étaient celles que je manquais à la maison. Avant qu'il ne parte, Richard écarta Beth, son visage empreint d'une nouvelle gravité, d'une détermination tranquille. J'ai créé un fonds de bourse d'études pour les enfants qui ont besoin de soins médicaux mais ne peuvent pas se les offrir, dit-il, une lueur nouvelle dans les yeux, un reflet de son engagement. Il s'appelle le fonds Beth Henderson pour la sensibilisation à la santé pédiatrique. C'est un petit geste pour honorer votre vigilance et pour aider d'autres familles. J'espère que ça vous convient. Beth sentit les larmes lui monter aux yeux, une chaleur inattendue se répandant dans sa poitrine. C'est plus que bien, monsieur Lawson. C'est magnifique. C'est le plus beau des hommages. Et je veux que vous sachiez, continua Richard, sa voix empreinte de sincérité, j'ai démissionné du conseil d'administration de ma société. Je suis toujours impliqué, bien sûr, mais David est ma priorité maintenant. J'ai appris que le succès ne signifie rien si les personnes que l'on aime se sentent invisibles, si l'on est absent de leur vie. Ce n'était pas seulement des mots, c'était une promesse, un nouveau chemin de vie, une réorientation complète de ses valeurs et de son existence. Il avait enfin compris que la véritable richesse ne résidait pas dans les chiffres ou le pouvoir, mais dans l'amour et la connexion. Alors qu'il se préparait à partir, David se tourna une dernière fois vers Beth, son regard pur et interrogateur. « Mademoiselle Beth, vous travaillerez toujours ici ?» demanda-t-il, comme si le dîner, et Beth avec lui, était un pilier immuable de son monde. « Tant qu'il y aura des gens qui auront besoin que quelqu'un les remarque, » répondit Beth, un sourire empreint de sagesse sur les lèvres, son regard embrassant la salle du dîner, « je serai là. » C'était sa mission, sa vocation. Les voyant partir ensemble, la main de David fermement dans celle de son père, leur silhouette s'éloignant sous le soleil couchant qui filtrait à travers la porte, Beth ressentit la profonde satisfaction qui vient du fait de savoir que l'on a changé une vie simplement en se souciant suffisamment pour voir ce que les autres avaient manqué. Elle avait été un catalyseur, une étincelle dans l'obscurité, et le résultat était une famille réunie, un enfant en voie de guérison et un père transformé. Le Mélès dîner, avec ses tables en formica et son comptoir usé, n'était pas juste un lieu de restauration rapide, c'était un observatoire de l'humanité, un endroit où les destins se croisaient et parfois, se réécrivaient. Ce n'était pas une action héroïque flamboyante qui serait célébrée en première page des journaux, avec des gros titres et des médailles. C'était une série de petites observations, de gestes de gentillesse, d'une persévérance tranquille et d'une intuition affûtée. Beth, la serveuse du Mélès dîner, avait prouvé que l'héroïsme se trouvait souvent dans les lieux les plus inattendus, dans les cœurs les plus humbles, et dans la capacité à voir au-delà de l'évidence, à écouter les silences. Elle était le témoignage vivant que parfois, les personnes les plus ordinaires accomplissent les actes d'amour les plus extraordinaires. Et en ce jour ensoleillé, elle savait que son travail, celui de regarder, d'écouter et de se soucier, était le plus important de tous. Le Mélès dîner continuerait de servir des petits déjeuners, des déjeuners et des cafés, mais pour Richard et David, il serait à jamais le lieu où une vie fut sauvée, et une famille retrouvée, grâce à l'œil attentif d'une femme extraordinaire.